Tu vois que, okay, okay, you can do it. Right. So, donc, je peux commencer, hein? Ouais, ouais, donc ça m'a demandé si tu es en train de. Tu as voulu enregistrer, non? Ouais, ouais, ça a commencé à enregistrer. Vous Ouais, pouvez, ça a celui qui va commencé par. enregistrer aussi peut enregistrer s'il veut. Ok, voilà. Donc tu as la parole, quoi. Hein? Ah, OK. So, aujourd'hui, nous allons parler sur les univers parallèles, les solutions matricielles de l'équation diophoncienne x puissance 3 plus y puissance 3, 6 égale à z puissance 6. Et aussi, nous allons regarder la vie à l'intérieur de l'univers de manière générale. Ça, c'est les travaux que nous avons publiés cette année. C'est sorti récemment, je crois, le mois passé. Les travaux de cet article que vous voyez là. Je vais essayer un peu d'exposer ça un peu partout pour faire connaître nos points de vue sur l'astronomie, la physique théorique. Alors, nous allons un peu essayer d'étaler l'introduction, les grands livres de notre introduction. Enfin, les grands livres de notre exposé, c'est nous avons d'abord l'introduction et après nous allons donner un peu les motivations et notre contribution personnelle sur ces travaux. Nous allons parler aussi de l'univers des triplets matriciels, qui sont des solutions de l'équation diophoncienne x puissance n plus y puissance m égale à z puissance s, c'est ce qu'on appelle l'équation de Fermat généralisée. Et dans ces travaux, nous allons nous intéresser beaucoup aux matrices rares et leurs propriétés. Et les matrices rares, ce sont des matrices qui ont été introduites récemment. Ce sont des matrices plus qui ont des propriétés un peu spécifiques. Alors, maintenant, en particulier, nous allons essayer un peu d'explorer les solutions, la géométrie des solutions matricielles de l'équation diophoncienne, x puissance 3 plus y puissance 6 égale à z puissance. Et ça, c'est le cas particulier pour le cas où n égale à 3, m égale à 6, m égale à 6 égale à k égale à 6. Puis nous allons parler de ce qu'on appelle les structures de construction, l'ensemble des structures de construction des solutions matricielles des équations diophonciennes, de manière générale. Et nous allons essayer de voir comment, enfin, on va parler aussi les univers parallèles au lieu des multiverses qui sont associés aux ensembles de structures de construction des solutions matricielles de l'équation diophoncienne qui est là, dans le cas particulier n égale à 3, m égale à k égale à 6. Et nous allons essayer un peu d'introduire notre résultat principal. Et enfin, nous allons regarder, parler de la vie à l'intérieur de l'univers, pas seulement la vie sur la Terre, mais la vie de manière générale dans l'univers, comment ça se passe. Et nous allons aussi explorer le non-existence du Big Bang, de l'explosion, la grande explosion qui s'est passée au commencement de l'univers. On va parler de son existence. Alors, les univers parallèles, qu'est-ce qu'on appelle un univers parallèle ou multiverse? C'est juste une collection hein, des univers alternés qui partagent une hiérarchie universelle. So, l'idée de l'existence des univers parallèles, ou d'un univers parallèle, est autour de nous il y a très longtemps que ça a commencé, depuis même l'Antiquité, depuis les grands philosophes on parlait, mais ils parlaient ça en termes de philosophie. Alors, cette idée qui est souvent utilisée en théorie physique a été euh, prouvée par la théorie des strings. Hein. La théorie des strings a essayé un peu d'expliquer l'existence des univers parallèles. Bon, la théorie des strings, c'est la théorie des cordes, on appelle ça. C'est une partie de la physique théorique hein, qui essaie un peu de réconcilier la théorie de la relativité et la gravité avec la physique quantique. Alors,
À 10 jours de la mort de Stephen Hawking, hein, c'est un Anglais qui était ici en 2018, à 10 jours de sa mort, il avait publié un article intitulé A Smooth Exit from Eternal Inflation. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a prouvé qu'en fait, un univers parallèle ou bien un multiverse a seulement un nombre fini d'univers qui ont exactement les lois comme nos lois. C'est-à-dire que les lois qui sont sur la Terre ne sont pas différentes des lois qui sont dans les autres planètes où il y a la vie. Alors, l'idée des univers parallèles ou bien d'un univers parallèle n'est pas vraiment compris pour la majorité des gens. Quand on parle de l'univers parallèle, mais c'est quoi? En fait, enfin, cette, ce manque de compréhension est dû par le fait qu'en fait, les mathématiciens ne sont pas vraiment impliqués à étudier cette idée en termes de une collection des nombres, enfin des couples de nombres ou des uplets de nombres qui vérifient une équation. Et cette équation va représenter comme la loi de stabilité universelle des univers qui contiennent dans cet univers. Donc les mathématiques ont vraiment un grand rôle à jouer pour, pour développer la physique. Sans les mathématiques, il serait vraiment difficile pour les physiciens, jusque par l'observation, de décrire ce qui existe. Parce que vous voyez, l'observation est liée à la vue. Oh, c'est pas tout ce qui existe qu'on peut voir. Les choses comme les hommes, les anges, on ne peut pas voir les anges. Les microbes ou bien les microbes de Covid, on ne peut pas le voir. Même la grippe, on ne peut pas le voir. Mais ça y est sur votre main. Mais la dimension de notre yeux, de manière générale, ne peut pas voir ça. Les êtres invisibles, on ne peut pas les voir. Les autres, même les êtres qui sont les planètes qui sont très, très éloignées de nous, on ne peut pas les observer. Donc, en fait, l'observation, la physique même, la manière qui s'établit par l'observation ne peut pas vraiment, de manière effective, euh, démontrer la physique de manière générale. Il faut que les mathématiciens, avec les équations, à partir des équations, ils seront en mesure d'interpréter ces équations physiquement et pourront maintenant prédire la réalité dans les zones invisibles à notre vue. Sont engendrer un univers des uplets matriciels ou des nombres qui satisfait une équation, c'est vraiment enfin, une approche très intéressante qui peut nous conduire à avoir un peu de l'éveil sur l'inconnu ou ce qui existe, mais ce qui n'est pas vu à devant nous. Alors, tout a commencé en 2021. Mwanda a essayé un peu d'interpréter, de calculer ou de construire les galaxies des suites des triplets pythagoriciens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à construire le premier multiverse de nombres complexes, des triplets pythagoriciens, des nombres complexes. Mais la différence ici, c'est ces univers ne sont pas, enfin, c'est-à-dire que l'intersection entre ces univers n'est pas vide. Vous voyez que celui-là est contenu dans l'autre. Celui-là, l'univers est contenu d'ici, l'univers est contenu ici. Donc, ça inter, ça égale à ça. C'est pas vraiment séparé, c'est un peu la limite. Donc, la limite des univers qu'il a introduit ne nous arrange pas vraiment à bien étudier euh, euh, enfin l'univers de manière générale. Il faut quelque chose de différent. Alors, en introduisant la galaxie des suites des triplés pythagoriciennes, cette approche a conduit à la création de la nouvelle théorie que nous sommes en train d'explorer, qu'on appelle la théorie des galaxies des nombres. C'est-à-dire que c'est une théorie qui se concentre à étudier l'univers de manière générale en termes de nombres, c'est-à-dire à interpréter les équations diaphonciennes et puis essayer de prédire la réalité de l'existence humaine, la réalité de l'existence. Alors, cette théorie a beaucoup d'avantages. Cette théorie, vraiment, ça nous apprend à comprendre les lois et les structures des différents univers qui existent, que nous ne connaissons pas, mais qui ont une réalité.
Alors, l'étude des galaxies, des univers, des triplets pythagoriciens ou des matrices ou des polynômes nous donne vraiment une bonne compréhension de l'existence des univers parallèles ou bien de multiverses. En 1927, un Belge, un mathématicien belge qu'on appelait Georges Lemaître, il a réussi à prouver ceci, qu'au commencement était une boule chaude. Une boule chaude. À un certain moment, il y a eu une explosion et que lui-même il appelait Big Bang. Et puis l'explosion a commencé et puis les morceaux de cette boule s'est éparpillé. Et puis il y a un morceau qui a formé la terre là où nous habitions, que nous sommes en train d'habiter. Donc c'était un morceau de cette boule-là. Et jusqu'à aujourd'hui, il a dit que jusqu'à aujourd'hui, l'univers ne fait que s'élargir. Et c'est ce qu'on appelle la théorie de Big Bang, qui est une partie de la physique où il y a eu beaucoup de publications, beaucoup de récits. Si vous pouvez regarder les travaux sur la théorie de Big Bang, il y a beaucoup d'articles dessus. Les gens se sont orientés par rapport à l'orientation de Georges Lemaître. Et puis les gens ont aussi commencé à dire, OK, il y a eu explosion, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a eu des physiciens qui commençaient à douter. Et puis vers les 2020, en 2020, il y aura des physiciens qui commençaient à douter parce qu'ils ont découvert, selon les observations qu'ils ont, ils commençaient à émettre des doutes sur l'existence de cette boule, qu'on ne sait pas comment cette boule, qui avait créé cette boule. Avant cette boule, avec quoi? Et c'était l'unique boule. Qui a créé cette boule? Donc les gens commençaient un peu à regarder un peu, selon leurs observations, est-ce que le Big Bang est possible? Est-ce que c'est possible que ça peut exister? Parce que Georges, le maître, commence à dire qu'au commencement de tout, il y avait une boule. Qui a créé cette boule-là? Et la boule a été comment? Il y avait la lumière, il y avait de l'eau dedans. Il n'a pas prédit, il a commencé par une boule qui n'a même pas décrit comment ça a été. Il y a ce mathématicien, physicien chinois qu'on appelle Ying Gu. Cette année, il a prouvé qu'en fait, il a montré toutes les évidences que la Big Bang n'a jamais existé, cette explosion n'a jamais existé. Qu'en ce moment, la physique, on doit corriger l'orientation. Parce que quand vous prenez quelque chose sur une mauvaise orientation, les prédictions que vous aurez aussi auront des limites. Alors, la motivation de notre travail. Alors, nous sommes motivés à construire le tout premier, hein, les premiers univers parallèles qui peuvent exister. Parce que les gens en parlent, mais concrètement, comment on peut le caractériser? Stephen Hawking, il a parlé de ça, j'ai vu sa démonstration, mais la manière qu'il a démontré aussi, il n'y a pas vraiment un exemple pratique. Que voilà, par exemple, ça, c'est un multivers des oranges, ça c'est un univers des papayes. Non, il n'y en a pas. Donc, c'est seulement un peu abstrait, comme une philosophie, en fait. Donc, c'était pas trop. Enfin, il a prédit ce qui existe, mais ce qu'il donne comme évidence n'est pas vraiment. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment convaincant. Alors, nous allons aussi essayer de regarder de manière générale comment est constituée la vie. Et puis, nous allons aussi montrer qu'en fait, le Big Bang n'a jamais existé, en fait. C'était un bon départ hein, pour Georges Lemaître d'intéresser les gens, de commencer à penser à l'existence de ce qui dépasse nos limites, par exemple l'univers, et puis penser au-delà, c'était bien, mais le point de départ, il y a un peu de doute. Alors, notre contribution. Alors, nous allons montrer que l'équation différentielle x puissance 3 plus y puissance 6 égale à z puissance 6 admet des solutions non seulement dans l'ensemble de matrices carrées d'ordre 3, mais aussi dans l'ensemble de matrices carrées d'ordre 6K, c'est-à-dire pour K égale à 1, K égale à 2, K égale à 3. Donc, en fait, quand vous regardez cette équation-là, hein, les solutions matricielles qui veulent cette équation est infinie.
en forme de taille. Donc, c'est une suite des matrices de taille 6K. Donc, pour K égale à 1, vous aurez des matrices d'ordre 6. Pour K égale à 2, vous aurez des matrices d'ordre 12. Pour K égale à 3, vous aurez des matrices d'ordre 18, ainsi de suite, jusqu'à K égale à 10 milliards. Vous aurez une matrice aussi qui existe qu'on peut construire. Peut-être difficile à l'écrire, mais elle existe, elle, bel et bien. Et vous arriverez, quand K est suffisamment grand, vous aurez ce qu'on appelle des matrices invisibles. Si vous avez une matrice qui a la taille de 2 fois l'univers, 2 fois la Terre, si on vous demande d'écrire, de regarder ça, vous allez regarder ça, vous allez regarder ça comme le fourmi qui regarde un arbre. Quand le fourmi regarde l'arbre, il dit, mais même quand il regarde l'homme, le pied de l'homme, il dit, mais ça c'est le pied de l'homme, mais est-ce que l'homme a des têtes? Il ne peut pas dire, est-ce que l'homme a des yeux? Il n'a pas la possibilité de voir les yeux de l'homme par rapport à sa dimension. Donc, si nous avons une matrice d'ordre K égale à le diamètre de la Terre, alors vous allez voir que nous, les humains, on ne pourra pas regarder exactement les coefficients. On verra que des zéros partout, mais on ne peut pas vraiment regarder les limites parce qu'elle est trop grande pour notre dimension. Alors, nous avons donné quelques exemples de solutions et puis nous avons construit des univers de ces solutions. Et nous avons aussi construit les différents, des ensembles de studies de construction des solutions matricielles associées à cette équation-là. Alors, ces ensembles de structures de construction des solutions matricielles nous permettent de construire les premiers univers parallèles ou des multiverses des solutions matricielles des équations différentielles x puissance 3 plus y puissance 6 égale à z puissance 6, qui contiennent à chacun d'eux un nombre fini d'univers infinis. Alors, dans ce travail, nous utilisons beaucoup les matrices Toeplitz et puis les matrices complexes carrées. Voilà, d'abord, je crois que tout le monde le sait bien, ce qu'on appelle une matrice carrée à coefficient dans C. Bon, maintenant, peut-être je vais définir ce qu'on appelle une matrice Toeplitz. Une matrice Toeplitz, c'est une matrice où les diagonales sont constantes. Vous avez les AI plus 1, JI plus 1 égale la même chose que ça. Voilà un exemple de matrice Toeplitz. Ces matrices Toeplitz qui sont là. Ça, c'est, je vais regarder, chaque diagonale, c'est constant, chaque diagonale, c'est constant. Voilà. Mais ici, les coefficients, ce sont des entiers naturels positifs. Alors, je vais un peu parler de l'univers, de manière générale, des solutions matricielles de l'équation diophoncienne de Fermat généralisée. Pour N, M, K, ça peut être égal, ça peut être différent, ça dépend. Alors, donc, nous commençons d'abord par une fonction. Une fonction qui prend un triplet d'entiers naturels, l'envoie sur un entier naturel. Donc, nous prenons f, c'est une fonction du triplet xy et associé f de xy, c'est égal à un entier naturel. Alors, nous allons écrire f de n, c'est le noyau de f, c'est-à-dire que ce sont les zéros de f. Les zéros de f, l'ensemble des zéros de f s'appelle l'univers des triplets d'entiers positifs. Voilà. Donc, si f, c'est une fonction, pas nécessairement continue, mais juste une fonction. Donc, les zéros de cette fonction constituent ce qu'on appelle un univers. Alors, chaque élément de cet univers, c'est-à-dire chaque zéro, s'appelle une planète. Et que l'équation f de 0 et f de x, y égale à 0 s'appelle la loi de stabilité de l'univers. Donc, tous les triplets x, y, z qui vérifient f de x égale à 0 s'appellent une planète. Et cette relation f de x, y égale à 0, c'est ça la loi de stabilité, qui peut être considérée par exemple la vie. La vie est partagée par plusieurs éléments, plusieurs créatures. Voilà un exemple, je vais donner un exemple. L'exemple qui est là, voilà, nous allons définir une fonction. Une fonction de n cube jusqu'à n qui, à chaque triplet,
je mets x puissance n plus y puissance n moins z. Voilà. Alors, si vous regardez cette fonction, a des liens avec l'équation de Fermat généralisée. L'équation de Fermat d'une fonction généralisée. Alors à quoi va correspondre à l'univers fm de k de n? Ça serait tous les zéros de cette fonction-là. Ce qui nous ramène à l'étude des équations diophonciennes de manière générale. Donc, les zéros, dans le cas, par exemple, n et m égale à 0, m égale à m égale à k, nous avons le théorème de Fermat généralisé. C'est-à-dire que si n égale à 2, m égale à 2, k égale à 2, on a affaire au triplet pythagoricien de manière générale. Donc, les zéros, tous les triplets vont constituer maintenant un univers. Chaque triplet sera appelé une planète. Alors, le théorème de Fermat, prouvé par l'anglais, qui a été prouvé à 20 ans ou 30 ans bientôt, nous dit que dans le cas où n, m égale à m égale à n égale à ça, alors cet univers n'a aucun élément dans le cas où n est plus grand que 3. Ça, c'est le théorème de Fermat qui a été démontré. Maintenant, jusque-là, depuis qu'on l'a démontré, personne n'est venu avec une application cohérente qui nous permet d'étudier, de faire avancer peut-être quelque chose dans une autre dimension. Comme je disais l'exemple 2, par exemple, dans le cas où n égale à m égale à k, nous avons affaire au triplet pythagoricien. Et vous le savez que l'ensemble des triplets pythagoriciens, il y en a une infinité. Nous avons pu construire même des suites des triplets pythagoriciennes. Donc, on pourrait même remarquer que cet univers-là a un nombre infini d'éléments. Un nombre infini d'éléments. Et cet univers est appelé l'univers des triplets pythagoriciens. Alors nous nous sommes posé des questions. Est-ce que ces équations diophonciennes généralisées de Fermat, cette équation diophoncienne généralisée de Fermat, peut avoir une réalité dans le cas où nous allons maintenant remplacer les x, les variables comme des matrices? Est-ce qu'on peut linéariser tous enfin, est-ce qu'on peut réaliser les équations diophonciennes qui ont déjà étudié, ceux qui ont des solutions? Est-ce qu'on peut essayer de traquer les structures matricielles ou les solutions matricielles des équations? Alors, Mwanda vraiment s'est investi sur ce domaine-là. Il a émis beaucoup de doutes sur les équations diophonciennes, mais il a remarqué que dans la littérature, les mathématiciens ne s'intéressent pas, ne donnent pas vraiment, ne s'investissent pas à étudier ces équations en termes de matrices. Ils ont réussi à étudier, à faire des investigations dans le cas des entiers, mais côté matriciel, il y a peu de travaux, il n'y a pas assez de travaux. Donc, c'était comme une opportunité. Il s'est investi et il a commencé à étudier, à d'abord définir ceci. Donc, F, M, N, N, M, K de ceci, le produit, égale à l'ensemble des matrices qui appartiennent et puis qui vérifie l'équation diophoncienne de Fermat généralisée. Alors, il a dans ses travaux. Je rappelle que Mwanda, là, c'est lui-même. Il faut dire j'ai, là. Mwanda parle bon. On pense qu'il y a quelqu'un d'autre, quoi. Ceux qui ne connaissent pas le nom, là, qui sachent que c'est toi. OK, c'est une parenthèse. OK. OK, excusez, sorry. OK, donc nous avons fait beaucoup de. Nous avons dépensé beaucoup d'énergie pour regarder ces équations de fonctions généralisées en termes de fonctions linéaires, comme des applications linéaires bornées, comme des matrices carrées. Et il s'est rendu compte, nous nous sommes rendus compte que quand n, m, k est plus grand que 3, il y a des solutions de manière générale. Cet ensemble-là n'est pas vide, n'est pas du tout vide. Pour n'importe quel triplet n, m, k, l'ensemble a une infinité de solutions. Alors, par exemple, dans le cas que nous allons étudier aujourd'hui, le cas pour n égale à 3 et m égale à k égale à 6, et nous allons construire cet univers-là qui serait seulement
l'ensemble des triplets matriciels qui vérifient cette équation diaphoncienne de Fermat. Alors, nous allons d'abord introduire ce qu'on appelle les matrices là-bas. Nous, dans notre travail, parce que ici, l'équation diaphoncienne est liée à la géométrie de la matrice que vous utilisez. Et nous nous sommes rendus compte que les matrices Topliss, qui sont des opérateurs linéaires bornés, ont des propriétés très intéressantes, surtout au niveau des matrices circulantes. Maintenant, si vous modifiez une matrice circulante, vous aurez une nouvelle matrice qui sera une matrice Topliss qui va donner une propriété très intéressante. Et nous avons introduit ce qu'on appelle les matrices là. Une matrice là, d'abord, c'est quoi? C'est une matrice qui est de cette forme-là. C'est une matrice Topliss qui a cette forme-là. Et une matrice Topliss qui a cette forme, on l'appelle une matrice rare, hein, d'index n, comme c'est la matrice de dimension n, non, d'ordre n, hein, c'est l'ordre de la matrice, et puis l'index 1. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement un élément, hein, dans la matrice qui est différent de 1, qui est différent aussi de 0. L'index indique le nombre des éléments qui sont différents de 1 et 0 à l'intérieur. Donc, vous pouvez avoir l'index 2. Il y en a aussi, parfois, il y a pareil, pour ça, c'est l'index 2. À l'intérieur de cette matrice, il y a ces deux éléments-là, hein, qui sont différents à 0 à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une matrice rare d'ordre n d'index 2. Alors, comme je l'ai dit, qu'en fait, les matrices là, nous les avons introduites il y a 2 ans. Il y a 2 ans, sur nos travaux sur l'équation de Fermat de manière générale. On ne l'a pas généralisé, mais on était en train de regarder, nous étions en train de regarder pour n plus grand que 3, c'est quoi en fait, nous avons eu des solutions dans ce cas-là. Alors, nous avons essayé un peu de prendre l'inverse d'une matrice rare. Nous nous sommes rendus compte que chaque matrice rare était inversible. Donc, c'était possible de former un groupe. Quand vous avez un ensemble, quand vous avez une matrice qui est inversible, cette matrice peut conduire à la création d'un groupe. Bon, on ne va pas parler des groupes aujourd'hui, mais on va seulement de regarder que si vous avez une matrice de cette forme, l'inverse est seulement ça. Et si vous avez une matrice rare d'ordre 2, l'inverse est seulement l'inverse du carré. Alors, en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est de regarder le comportement des coefficients d'une matrice rare quand vous l'élevez à une puissance donnée. Si vous prenez la matrice rare d'ordre n, index 1, alors si on élève à la puissance 2, qu'est-ce que nous avons? Puissance 3, jusqu'à la puissance n, jusqu'à la puissance n+, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous aurons à l'intérieur? C'est ça qui vraiment qui nous intéresse. Par exemple, ici, si vous prenez cette matrice rare d'ordre n d'index 1, vous l'élevez au carré, vous voyez que l'alpha la monte ici, c'est-à-dire qu'il y a maintenant 2 alphas qui apparaissent. D'ordre 3, il y aura 3 alphas, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'ordre 3, vous avez, il y a 3 éléments qui apparaissent ici. Alors, nous constatons que au fur et à mesure que le coefficient grandit, hein, augmente de valeur, le alpha qui est au coin ici ne continue de se déplacer du bas jusqu'à la diagonale principale, et puis même dépasser. Et ça, c'est un phénomène vraiment intéressant. Et nous avons essayé un peu de caractériser, de donner la caractéristique principale des matrices rares de manière générale. Que si vous avez une matrice rare d'ordre n d'index 1, alors si vous l'élevez à la puissance de sa dimension, le alpha là vient se placer à la diagonale. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça nous permet maintenant de ramener la puissance d'une matrice. C'est comme si c'est un coefficient multiplié par l'identité. Donc, de manière générale, si vous prenez une matrice, vous l'élevez à une puissance 2, ça donne une autre matrice. Ça donne une matrice. Mais cette matrice, quand elle est à une puissance donnée, ça revient, c'est une matrice, mais c'est une matrice diagonale qui a la forme alpha multipliée par l'identité. Cette propriété nous a donné beaucoup de richesses pour résoudre les équations diaphonciennes. Peut-être il existe d'autres matrices
qui vérifie d'autres propriétés géométriques qui peuvent être utilisées pour résoudre des équations différéentielles. Mais nous ne savons pas encore, nous n'avons pas encore regardé cette dimension, mais nous avons profité de la propriété principale de cette matrice qui est construite de cette manière pour essayer de proposer nos solutions à les équations différéentielles. Alors, nous allons un peu parler, par exemple, des solutions. Nous allons essayer un peu de créer une solution de dimension 6 hein, de cette équation différentielle. Donc, nous commençons toujours par la matrice rare. Bon, il doit exister d'autres matrices, mais en fait, nous, l'essentiel de trouver au moins une matrice. Maintenant, les étudiants pourront continuer de faire la recherche pour trouver l'existence d'autres formes de matrices qui vérifient l'équation. Donc, nous partons par la géométrie de la matrice rare d'ordre 6 d'index 1, c'est-à-dire que la matrice tau plus qui est construite de cette manière. Alors, cette matrice nous permet de construire une infinité de solutions de cette équation. Comment nous faisons? Alors, nous avons que cette matrice par rapport à la propriété, si vous élevez cette matrice à la puissance 6, le alpha d'ici vient à la diagonale, c'est-à-dire que tout devient, cette matrice est réduite à une constante multipliée par l'identité. Et ça nous permet, on exploite cette géométrie, OK? Cette géométrie, ça veut dire que A alpha, A indice alpha, 2 fois 3, 6, nous donnera ça. Alors, si on remplace alpha par bêta, A puissance 6 de bêta nous donnera bêta 100. Alors, si on remplace le alpha là comme la somme de alpha plus ça, à la puissance 6, ça nous donne ça. Et ça, ce sont des matrices que nous pouvons construire. On peut construire la matrice A alpha, on la connaît déjà. On peut aussi construire la matrice A indice bêta. On peut aussi construire la matrice A indice alpha plus bêta. On les élève à la puissance de leur dimension. Et ça nous donne ceci. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons seulement faire la somme de chaque côté. Au côté gauche, on fait la somme de ces deux-là. Okay? Ce qui nous donnera ça. Et à droite, et vous allez voir que si on fait la somme de ce côté, ça nous donnera alpha. Hein? Si on fait la somme de ces deux, vous aurez alpha plus bêta multiplié par ça. Mais ça, la propriété de ça, c'est quoi? C'est la même chose que à la puissance 6 de la somme. Donc, en fait, nous avons ici, si nous prenons grand X égale à ça, nous prenons grand Y. Si nous prenons grand X égale à alpha au carré et Y à indice bêta, ça nous donnera, si on prend grand Z égale à A indice alpha plus bêta, alors nous allons arriver à dire qu'en fait, quand vous prenez deux entiers naturels positifs, vous êtes en mesure de construire un triplet matriciel. Comme ça, avec A alpha, on connaît la géométrie de A alpha. Hein, je peux ramener ça encore. A alpha, c'est ça là. Donc, quand on met bêta ici, bêta vient ici. Quand je mets bêta plus alpha, bêta plus vient ici. Là. Alors, comme alpha et bêta est quelconque dans N, donc nous avons une infinité de triplets matriciels hein, qui vérifient cette équation diophoncienne, l'équation diophoncienne. Donc, quand vous prenez deux entiers naturels, c'est suffisant de construire, c'est suffisant de construire la solution là. Et quoi, ça devient facile, quoi. Ouais. Ou bien aussi, si vous prenez alpha et bêta, enfin, donc, si vous prenez alpha au carré plus bêta au carré égale à C. Si vous prenez A au carré plus B au carré, si c'est égal à C au carré, alors vous avez affaire à des triplets pythagoriciens. Donc, à partir des triplets pythagoriciens, chaque triplet pythagoricien peut nous permet de construire des solutions. Mais de manière générale, ça n'a rien à voir avec la structure de alpha ou bêta. N'importe quel alpha et bêta nous donne l'opportunité de construire les planètes de l'univers F, 3, 6, 6, 2. Cet ensemble-là, ça sont des matrices d'ordre 6. Alors, la question, c'est de se poser, est-ce qu'il existe d'autres matrices? Bon, avant d'arriver là, on va d'abord maintenant essayer de construire. Nous avons vu que la géométrie de A alpha, hein, A alpha, ce n'est que la géométrie, ça nous a permis de construire ces triplets. Voilà.
Cette géométrie nous a permis de construire ceci. Et ça, c'est l'ensemble des triplets matriciels qui vérifient cette équation avec alpha et bêta appartenant à ceci. C'est-à-dire que ça, ce n'est qu'une partie. Ce n'est pas toutes les solutions. C'est juste une partie de cet univers. Donc ça, c'est un univers qui est contenu dans un autre univers. Il doit exister d'autres. Il doit exister d'autres. Mais si nous prenons par exemple la transposée de A alpha, mais la transposée de A alpha aussi va jouer la même chose. Si vous prenez A, hein, A puissance, si tu prends la A, et puis tu fais la transposée de A, tu l'élèves à la puissance 6, mais tu arrives au même résultat. Donc la transposée de A aussi vérifie, nous permet de construire les solutions de cette équation différentielle. Bon, là, ce triplet que vous voyez, A alpha, s'appelle un triplet, une structure de construction, un triplet de structure de construction des solutions matricielles de l'équation diaphoncienne. Ça, là. Ça, ce n'est pas la solution de l'équation, mais c'est la géométrie qu'on peut déformer pour trouver les solutions. Je me fais comprendre. Donc, pour arriver à construire ceci, il te faut des géométries. Ce sont ces trois géométries. Ce n'est pas l'unique géométrie. Nous allons regarder, en fait. Comme j'ai dit, en fait, A alpha n'est pas l'unique structure de construction des solutions matricielles de cette équation différentielle, mais aussi les transposés de A alpha, les géométries des transposés de A alpha aussi nous permettent de construire les solutions matricielles. Donc, vous regardez par exemple ici, la géométrie de ce triplet, ça nous permet de construire un univers, ça nous permet de construire un univers, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons nous poser la question maintenant, finalement, combien de structures, combien de géométries que nous aurons. Mais en fait, nous avons calculé, en fait, il y a 8 géométries. Si on commence à compter ici, il y a 1, maintenant on remplace ça par la 1, 2, 3, 4, 5, et 6, 7, 8. Donc, si on prend A comme une matrice d'ordre 6, ok, nous avons la possibilité de construire 8 univers, dont les solutions sont complètement différentes. Chaque univers a ses solutions de sa manière. Alors, donc, chaque structure de construction des solutions matricielles nous permet de construire un univers infini, exactement, un univers infini. C'est ce que je venais de dire. Par exemple, voilà A alpha de transposé, ça nous donne ça. Parce que quand tu élèves ça à la puissance 3, ouais, ça aussi, ça vérifie hein, l'équation diaphosienne. Vous pouvez l'essayer, puis vous allez voir pourquoi. En fait, parce que quand tu élèves ça à la puissance 6, ça devient comme ça, le produit de ça, alpha plus bêta multiplié par l'identité. Donc, nous pouvons voir que A alpha engendre 8 univers infinis. Donc, nous avons un nombre fini d'univers infinis. Donc, vous avez vu que nous avons pris une matrice d'ordre 6, une matrice tout plus d'ordre 6. Ça nous a permis de construire 8 univers infinis. Donc, si on regroupe cet ensemble-là, nous aurons un ensemble de 8 univers infinis. Un ensemble d'univers fini, infini. Un ensemble fini d'univers infini. Et ces ensembles-là, ils n'ont rien d'intéressant. L'intersection de chaque univers égale à 0. Ils n'ont aucun élément commun. Alors, la grande question de savoir, mais nous avons réussi à traquer les solutions matricielles, la dimension C6, est-ce qu'il doit exister d'autres matrices qui ont une autre dimension, mais qui vérifient la même solution? On va diminuer la dimension de la matrice d'ordre 3. Est-ce que c'est possible de trouver les matrices d'ordre 3 qui vérifient cette équation différentielle? Exactement, la réponse est oui. Nous partons toujours
la racine, la source de l'intuition, c'est les matrices propices, les matrices rares. Donc, on prend une matrice rare d'ordre 3, d'index 1. Maintenant, on essaie un peu de les regarder. Est-ce que c'est possible? Ouais. D'abord, il faut d'abord élever. Si vous élevez ceci, déjà le fait que nous savons qu'une matrice rare, si vous l'élevez, une matrice rare d'index 1, si vous l'élevez à son ordre, vous arrivez à trouver le alpha là multiplié par l'identité. Donc, si on élève ceci à la puissance 3, qu'est-ce que nous aurons? Ça nous donne alpha I3. Alors, si on élève ça là au carré, donc nous aurons quoi? Nous aurons A alpha puissance 6 nous donnera en ce moment ça au carré. Ça là au carré, multiplié par l'identité. Donc, vous aurez, par exemple, ici, si vous élevez ça, cette matrice à la puissance 3, si vous élevez ça à la puissance 3, ça vous donne ce coefficient-là multiplié par I3. Voilà. Ça là multiplié par I, ça nous donne ce coefficient-là multiplié par I3. Parce que ça, c'est une matrice. C'est-à-dire que si vous remplacez ça là par alpha, vous l'élevez à la puissance 3, vous aurez celui-là multiplié par I3. Maintenant, si on élève ceci à la puissance 3 encore, vous aurez donc bêta multiplié par I3. Mais si on élève de part et d'autre au carré, donc nous aurons ici, ça là, puissance 6 nous donnera bêta au carré fois I3. Mais si on fait la somme de ces deux, alors ça nous donne quoi? Ça nous donne ça au carré plus ça au carré. Mais quand on le regarde bien, c'est quoi? C'est seulement alpha plus bêta, le tout au carré. Or, si vous élevez ceci à la puissance 6, d'abord la puissance 3, ça nous donnera ça multiplié par I3. Vous l'élevez encore à la puissance 2, vous aurez ça égal au carré. En fait, ça, c'est une solution matricielle de ça. Donc, voilà une nouvelle catégorie de matrices de dimensions plus petites que ce que nous avons eu avant, qui vérifie cette équation diophoncienne. Alors, nous allons considérer, nous allons essayer un peu de regarder ce qu'on appelle permutation. On va permuter, on va déplacer l'élément. Nous partons d'abord de alpha dans la première colonne, deuxième colonne. Nous allons déplacer alpha. Hein, si on déplace alpha de la première colonne à la deuxième colonne et qu'on prend le 1 qui est sur la même, si on l'élève à la puissance 3, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, si nous avons 3, c'est-à-dire que si A1, c'est alpha qui est là, ça c'est A alpha 1, A alpha 2, c'est-à-dire que le alpha va à la deuxième colonne occuper la place de l'élément non nul. Alpha 3, c'est alpha qui se déplace à la troisième colonne, il occupe la place de l'élément non nul. Alors, ces trois matrices-là, on forme un ensemble qu'on appelle l'ensemble de structures de construction de cet élément-là, qui n'est que ça, et puis leur transposer. Et cet ensemble-là est non commutatif. Ces ensembles-là ne sont pas commutatifs, mais les éléments de cet ensemble vérifient une propriété. La propriété est que chaque élément de cet ensemble, élevé à la puissance 3, égale à l'identité multipliée par alpha. Donc, voilà une catégorie encore de matrices complètement différentes qui, sont, qui ne commutent pas, mais qui vérifient la propriété. Tu l'élèves à la puissance 3, ça nous donne alpha multiplié par l'identité. Cet ensemble-là s'appelle une structure de construction. C'est une structure de construction, cet ensemble, c'est un ensemble de structures de construction de cette équation diaphoncienne. Donc, nous voyons maintenant qu'en fait, cette équation diaphoncienne a déjà deux structures de construction. Il y en a deux. Voilà. Et alors, donc, dans cet ensemble, à combien d'éléments? Il y en a 6. Donc, pour chaque géométrie de cet ensemble, nous sommes capables de former un univers. Donc, finalement, nous aurons combien d'univers? Donc, nous aurons 6 fois 6 fois 6. Donc, P peut être pris 6 fois, Q peut prendre 6 fois, H peut 6 fois. Donc, c'est 6 fois 6 fois 6 univers qu'on peut former. 6 fois 6, 36 fois 6.
Ça nous donne 100 et quelques. Ça nous donne 100 et quelques, j'espère. Donc, avec les matrices d'ordre 3, on a autour de 100 et quelques univers infinis. Chaque univers infini. Ça, je disais que ça sont seulement les géométries qui nous permettent de construire les matrices qui vérifient cette solution. Alors, je dis, mais alors, nous avons réussi à partir de A alpha de trouver la solution. Est-ce qu'on peut aussi faire la même chose? Est-ce que si on peut déplacer l'alpha selon les colonnes, qu'est-ce que ça peut nous donner? Et puis nous sommes arrivés là. Et ouais, nous avons tous ces ensembles-là. Nous avons donc finalement 6 éléments aussi. Donc, cet ensemble qui est l'ensemble de structures de construction de cet élément-là a 12 éléments en ce moment. Et il a 12 éléments. 12 éléments. Et ça, c'est aussi un autre ensemble de structures de construction de la solution matricielle. Donc, la même équation a plusieurs variétés des matrices qui vérifient cette matrice. Donc, nous allons définir de manière générale ce qu'on appelle structure de construction. De manière générale, si nous prenons A alpha, une matrice rare, une matrice rare construite de cette manière-là, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous allons donner des noms. Quand alpha est dans la première colonne, on met ici 1. Quand alpha est la deuxième colonne, on met 2, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est une matrice rare d'ordre n d'index 1. Donc, voilà. Donc, il devient la deuxième colonne, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite. Troisième colonne, ainsi de suite. Et on continue. Quatrième colonne, et puis on continue jusqu'à la fin. Donc, c'est là la dernière colonne. Et nous voyons que de manière générale, cet ensemble a 2n éléments. Cet ensemble-là a 2n éléments. Donc, n égale à 2, c'est donc 4 éléments égale à 5, 10 éléments, n égale à 3, 6 éléments, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, nous allons essayer un peu de construire les univers parallèles associés à ces ensembles de construction. Voilà l'équation diophantienne. L'équation dans cette partie nous montre que l'équation diophantienne a un nombre infini de structures de construction de différentes dimensions. Dans une seule équation vérifiée, une seule équation, mais c'est une variété de matrices qui la vérifie. Alors, cette propriété, on n'a pas encore vu ça en mathématiques, où vous avez une équation algébrique, où vous avez des variétés de nombres qui vérifient la même équation, de différentes natures. Dans les équations, ça serait un peu difficile, mais avec les matrices, ça se fait voir. OK, si, donc il y a une catégorie de dimension 3, la dimension 6, 4, 5, 7, 8, ainsi de suite, ça ne fait qu'augmenter. Ça nous donne une beauté, une seule équation qui est vérifiée par plusieurs catégories de matrices. Ça peut ressembler à la vie qui est partagée à plusieurs espèces. À plusieurs espèces, par exemple les humains, les poissons, les arbres, les moutons, tout ce qui vit. De la même équation, mais partagée par différentes espèces, mais qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas la même taille, qui n'ont pas la même structure géométrique. Donc, vous voyez, déjà, donc cette équation nous commence à éveiller notre conscience de penser à la pensée de l'existence. Existe-t-il d'autres propriétés que partagées par plusieurs? Mais la température, par exemple. Oui, il y a la température dans les plantes, il y a les températures dans les animaux, il y a la température dans tout ce qui vit. Donc, la température, c'est aussi une équation partagée par plusieurs espèces de créatures qui ne sont en dessous de la Terre. Mais ça commence à éveiller, en fait, l'éveil de l'humain conduit à rencontrer la réalité. Par exemple, je veux dire, par exemple, si tu prends tous les pays africains, aucun pays sait fabriquer un missile. Même l'Inde le produit. Même la Corée du Nord produit ça. Mais tous les pays africains noirs réunis, ils sont incapables de produire même un missile qui peut voler pendant 2 km. Pourquoi? Parce que notre pensée, notre éveil n'est pas orienté dans ça. Le jour que notre éveil sera orienté dans ça, nous serons capables de créer des missiles qui n'ont jamais existé. Le problème, c'est que la science a été privatisée et qu'il y a une partie des gens qui sont nuls, qui ne peuvent rien faire, et puis il y a les experts qui peuvent seulement faire. Et puis nous, on accepte ces débats. Mais en fait, on doit sortir de ce mutisme, commencer à comprendre qu'en fait,
nous sommes comme des matrices qui partagent la vie. Chacun de nous a sa dimension, a ses potentiels. Il n'y a pas d'être nul. Tous, on est des êtres vivants, nous avons les mêmes faiblesses, nous avons les yeux. Alors, ce qui nous différencie, c'est seulement le système de vie. C'est comme ça qu'on devait en fait commencer à... Enfin, c'est ça qui va nous permettre de comprendre la réalité. Parce que nous ne connaissons pas la réalité. Donc, cette équation diaphontienne commence déjà à nous éveiller, à comprendre que finalement, la vie peut être comparée à cette équation diaphontienne. Les solutions peuvent être comparées à les créatures humaines, les créatures qui existent, qui partagent la vie comme équation diaphontienne. Voilà. Donc, en fait, on va définir ce qu'on appelle un univers parallèle, qu'on avait dit qu'un univers parallèle ou un multiverse, c'est seulement une collection d'univers altérés qui partagent la même hiérarchie. Et nous avons construit ce qu'on appelle la structure de construction, dans le cas n égale à 6, pour les matrices d'ordre 6. Et nous avons vu que avec M1, c'est le tout premier univers, on sait que ici, là, le nombre d'éléments sera 12 peut être choisi 12 fois. Donc, finalement, le nombre d'univers qu'on peut construire avec ces structures matricielles, avec cet ensemble de structures de construction, sera 12 fois 12 fois 12, qui nous reviendra à 1728 univers. Donc, la dimension, plus que la dimension augmente, plus le nombre d'univers qu'on peut former avec la géométrie de ces matrices augmente. Alors, nous allons maintenant présenter notre théorème principal. Il existe un nombre infini des univers parallèles, des solutions matricielles de l'équation diaphontienne, contenant à chacun un nombre fini des univers des triplés, enfin des univers des solutions matricielles aussi. Donc, vous avez chaque univers parallèle a un nombre fini d'univers infinis. Et ces univers, ces multiverses-là, ces univers par là, il y en a une infinité. Il n'y en a pas un nombre fini. Alors, comment nous le prouvons? Alors, nous avons besoin de construire les univers parallèles des éléments de l'ensemble M6K. Pour K égale à 1, nous avons des matrices d'ordre 6. Nous les avons vues récemment. Nous avons vu que les solutions, enfin les structures de construction à 12 éléments, c'est-à-dire qu'on prend l'élément et puis sont transposés. Hein. Les J là indiquent la colonne où alpha doit être. Il y a 12 matrices et l'univers là, hein, l'univers là, a un nombre infini d'éléments. C'est un ensemble infini, cet univers. Et là, on a appris la géométrie de PQ, 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 qui sont des éléments d'ici. Mais vous savez qu'il y en a combien? Cet ensemble a 12 éléments. Donc, il y en aura 12. On aura le M1, le tout premier univers, c'est-à-dire que l'univers d'ordre 1 aura, hein, ça sera construit des éléments là, et nous aurons exactement, nous avons vu récemment que ça nous donnera 12 fois 12 fois 12 fois 12. Ce qui nous donne 1728 univers. Pour K égale 2, nous avons 12. Alors, si nous avons 12, il y a combien de permutations on peut avoir ici? Enfin, combien de fois qu'on peut déplacer alpha selon? Donc, on pourra le faire 12 fois. On peut déplacer alpha 12 fois. Donc, alpha sera déplacé dans 12 colonnes. Ce qui nous amène à construire cet ensemble-là. S2 maintenant. Là-bas, c'est S1. S2, c'est-à-dire pour K égale à 2. Et cet ensemble aura 24 éléments. Et si nous allons prendre une géométrie des structures de construction, donc c'est ici, alors nous sommes capables de construire ces éléments-là, hein, de la même manière. Mais en ce moment, ça sera maintenant la puissance, on va élever ça à la puissance 4, et ça sera maintenant la puissance 2. Et maintenant, le deuxième univers parallèle sera, c'est cet univers-là, avec les éléments-là se trouvent ici. Mais nous savons que P alpha ici, et puis 24 fois. Ce qui nous ramène à dire que nous sommes capables de former 24 fois 24 fois 24 univers, ce qui nous amène 13
824 univers. Donc, le M2, c'est un univers qui a 13 822 univers. Chaque univers est infini. Alors, nous allons un peu généraliser dans le cas quelconque. Dans le cas quelconque, nous commençons toujours à partir d'une matrice rare d'ordre 6K avec index 1. Et puis, on construit les structures de construction. Donc, on déplace alpha selon les colonnes. Donc, nous aurons, alpha va se déplacer 6K fois. Ainsi de suite, nous aurons ceci, nous aurons ceci. Et finalement, chaque matrice exactement vérifie ceci. Ouais. Ça vérifie ceci. Et voilà l'ensemble de construction, l'ensemble des structures de construction engendrées par le A alpha 1. Et ça, c'est le KIM, ensemble de structures de construction. Alors, l'équation diophoncienne qui est là, si nous prenons cette équation diophoncienne généralisée, si on la modifie, nous tomberons ça. Si on met ici par 2 fois 3, ça devient là. Et puis, donc, on peut poser ça grand X, grand Y, grand Z. Ce qui se ressemble à l'équation diophoncienne que nous sommes en train d'étudier. Mais sauf que les solutions ici doivent être multipliées 2K fois. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et que vous avez ceci. Donc, finalement, c'est ça, c'est une solution de l'équation diophoncienne dans le cas où K, dans le cas K quelconque. Et ici, vous avez J va de 1 jusqu'à 6K. Donc, voilà de manière générale la solution de l'équation diophoncienne quand on change les dimensions. Les cas ici, ce sont les dimensions multipliées par 6. Donc, voilà, par exemple, cet univers. Nous allons prendre ceci dans cet ensemble. Cet ensemble a 2 fois 6K matrice. Et ce qui nous permet de construire le KIM univers parallèle de ceci, qui nous donne des éléments, comme je venais de dire. Vous aurez donc 12K fois 12K fois 12K, ce qui nous ramène à quoi? À 1728 multiplié par K au cube univers. Donc, le KIM univers parallèle associé à cette équation diophoncienne à ce nombre d'éléments. Ici, K varie. K égale à 10, K égale à 11, K ainsi de suite. Ça ne fait que grandir, ça ne fait que grandir. Et jusqu'on va arriver à avoir des matrices qui sont complètement vastes, qu'on ne peut pas observer, qu'on ne peut pas écrire, qu'on ne peut pas... Ça existe, mais ça dépasse la dimension de la galaxie lactée, par exemple. Ça devenait maintenant invisible à l'œil nu ou aux appareils que nous avons. Alors, si je repars un peu en arrière, la conclusion est que cette équation diophoncienne est vérifiée par une infinité de solutions, une infinité de solutions de plusieurs tailles, de plusieurs dimensions. Nous allons maintenant parler de la vie dans l'univers de manière générale. Alors, nous allons supposer x au cube plus y au cube égale à non, x au cube plus y à la puissance 6 égale à z puissance 6 comme l'équation de vie. Sinon, on le suppose comme l'équation de vie. Alors, comment on va interpréter? Nous savons que les solutions matricielles de cette équation, il y en a plusieurs catégories. Il y en a plusieurs catégories. Donc, les solutions matricielles de cette équation seront considérées comme des créatures vivantes. Des créatures vivantes. Une créature, ouais. Des créatures vivantes. Voilà. Donc, pour K égale à 1, vous avez qu'il y avait des matrices d'ordre 3. Ça, c'est la plus petite dimension. K égale à 2, vous aurez des matrices d'ordre 6, d'ordre 12, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, les structures de solution de cette équation diaphoncienne nous permettent de prédire la vie dans l'univers. Et notre théorème principal, pardon, je suis parti un peu trop vite. Pardon, je suis parti. Voilà. Oh, je suis parti un peu trop vite, je crois. Ah, voilà, c'est ça.
Notre théorème principal nous montre que cette équation diaphontienne est partagée par une suite, enfin une suite des matrices dans la dimension, c'est cette suite-là. Donc 6 fois 6n fois 6n. Ça, c'est la taille de ces matrices. En un mot, vous avez des matrices, des petites matrices, mais vous avez aussi des matrices vastes qui n'ont pas de limite. On ne limite pas. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas capables d'écrire une matrice d'ordre de 18 ou bien 1000 milliards que la matrice là n'existe pas. Elle existe bel et bien. Mais c'est seulement la capacité. Nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas des outils pour être en mesure d'écrire même une matrice d'ordre 1 million. On ne peut pas. Hein? Mais la matrice existe bien. Peut-être au futur, on aura des ordinateurs qui sont en mesure d'écrire ces matrices. Mais pour le moment, les matrices là existent, mais on ne peut pas les observer, on ne peut pas les écrire. Alors, cette observation nous permet de dire qu'en fait, si cette équation est considérée comme l'équation de vie, donc il existe un nombre infini de créatures vivantes dans l'univers. Oui, mais comme la Terre est finie, la Terre est finie, il ne peut pas y avoir un nombre infini d'objets sur la Terre, puisque la dimension de la Terre peut être mesurée. Oui, c'est possible. Nous pouvons dire que le nombre de grains de sable sur la Terre est un nombre fini, même si nous ne sommes pas en mesure de le déterminer. C'est un nombre fini. Le nombre de feuilles des plantes sur la Terre est fini, parce que la Terre est finie. Donc, si on regarde le nombre de feuilles des plantes sur toute la Terre, c'est un nombre fini qui ne sont pas capables de déterminer. Même le nombre de cheveux sur votre tête, c'est un nombre fini. Même le nombre de cheveux de tous les êtres humains qui sont morts depuis la création jusqu'à aujourd'hui, c'est un nombre fini. Mais nous ne sommes pas en mesure, nous n'avons pas une technologie pour déterminer même le nombre de cheveux des habitants qui sont sur la Terre. Donc, tout est sur la Terre en termes finis. Mais comme il existe un nombre infini de créatures, alors, il y a des créatures qui vivent ailleurs, qui ne peuvent pas être sur la Terre. Donc, c'est là on peut dire, en fait, il y a la vie ailleurs. Ouais, il y a la vie ailleurs. Mais cela peut être découvert par l'intuition, juste en regardant, en observant la beauté du soleil. Le soleil, c'est un feu. Il a été démontré que notre soleil n'éclaire plus comme à la création, que notre soleil mourra un jour. Ça a été démontré qu'un jour, le soleil va mourir. Et tu vois, donc en fait, le soleil même a un temps qui est limité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été créé et puis qui a aussi de la fin. Alors donc, nous pouvons prédire qu'il existe d'autres planètes où il y a la vie en eux. Exactement, il y a d'autres planètes où il y a la vie en eux. Mais ça, c'est à partir des équations diaphontiennes que nous avons. Les solutions sont infinies. Donc, il existe un nombre infini de créatures. La Terre est finie. Et tout ce qui est sur la Terre est fini. Alors, il doit y avoir d'autres créatures qui n'ont pas la même structure que nous. Il doit y avoir peut-être des gens qui ont des ailes. C'est-à-dire que quand tu le vois, il a des ailes aux pieds. C'est-à-dire que c'est un homme, mais il a des ailes comme des oiseaux. Ça peut exister. Ou bien il peut avoir des chevaux qui volent, mais ils ne sont pas sur la Terre, mais ils sont sur d'autres planètes. Ou bien il peut avoir des gens qui sont invisibles, comme les anges, ou les mauvais esprits, ou les mauvais esprits, ou les démons. Peut-être qu'ils existent, ils nous observent, qu'ils parlent, peut-être qu'ils parlent d'une autre. S'ils vivent hein, dans leur monde, bon, peut-être que la forme qu'ils ont n'est pas notre forme, mais ils ont la vie quand même. C'est comme vous regardez le microbe de coronavirus. C'est un microbe qui vit, mais à l'intérieur de ce microbe, il y a des parties. Mais les parties là, qui constituent la vie de ce microbe, c'est quelle est la dimension de ça? Et même si nous observons nous-mêmes, nous sortons de l'invisible. Nous étions liquides et puis nous sommes devenus gros comme ça. Si vous regardez le processus de la fécondation, comment on a fait pour qu'on devienne bébé, vous allez vous rendre compte que c'est l'infiniment petit qui nous a formés. Nous sommes tous sortis de l'infiniment petit, c'est-à-dire invisible à l'œil nu, mais avec le phénomène de processus, et puis ça c'est avec des conditions bien données, et puis nous sommes devenus grands et gros comme ça. Mais au départ, nous étions un petit liquide, invisible à l'œil nu.
Ah, Alors, docteur Boussouda, on a déjà fait plus d'une heure, hein, donc il faut, je vais rappeler, OK. il Donc, je faut, vais aller un ouais. peu rapidement. Finalement, nous pouvons dire que l'univers, enfin, la Terre, les plantes, les humains, les poissons, tous partagent la même équation de vie sur la Terre. Donc, l'univers que nous vivons, les soleils, les planètes, les galaxies, partagent aussi une équation de vie. Ce sont des choses qui vivent. En fait, il y a des naissances dans l'univers, il y a des galaxies qui meurent, il y a des étoiles qui meurent, il y a d'autres qui naissent, mais pour le moment, ça existe, mais ce n'est pas vraiment à portée de notre conscience. Ce qui est sûr, il y a des créatures invisibles et visibles qui partagent la vie. Et puis ça nous permet de dire qu'en fait, l'univers, si on le regarde bien, c'est juste une matrice, c'est une structure matricielle d'une équation différentielle où les coefficients, ce sont les galaxies. Dans une matrice, euh, quand vous avez une matrice, la dimension de la matrice ne change pas. Et chaque élément dans sa position. Et donc, c'est stade comme ça, c'est fait comme ça. Donc, finalement, en fait, l'univers ne s'étend pas. Et l'univers ne s'étend pas. Donc, le Big Bang, cette explosion n'a jamais eu lieu, en fait. Mais il faut voir l'univers comme une créature vivante qui n'a ni début ni fin. Voilà, je termine un peu par là. Je vous remercie. Hein. J'ai fini. Merci. Ah, merci, hein, merci, docteur Boussouda. Vraiment, c'était bien, c'était bien, c'est bien. Tu as fait partie de la théorie abstraite à une théorie vraiment concrète, quoi, en associant des équations vraiment algébriques abstraites à certaines réalités. Hein, sur le plan planétaire, ça, c'est une bonne chose. Bon, je vais laisser la question, les collègues, hein, les uns les autres, te poser des questions pour mieux comprendre comment tu as pu faire l'association de ces équations algébriques-là à des phénomènes naturels, quoi. Hein? Ça, c'est tout ça, c'est ça qu'il faut voir, chercher à comprendre. Bon, je laisse d'abord la parole aux gens et puis aux collègues, et puis moi, je vais intervenir peut-être après, quoi, à la fin. Hein? Qui veut faire un commentaire, une question? Vous avez la parole, hein? Vous ouvrez le micro et puis vous parlez, vous posez la question. Vous faites vos commentaires comme vous voulez. On est Bonsoir tout le 15, hein? monde. Ah, Oui, bonsoir. bonsoir. Et bonsoir de Dakar. Oui, oui. Ah, ouais, ça va? Alors, je m'intéresse beaucoup à l'ensemble N parce que c'est un semi-anneau et N sur lui-même, c'est un semi-module parce que, bon, les réalités qui sont vraies sur les modules ne le sont pas vraies sur les semi-modules. Et de même, sur les réalités qui sont vraies sur les semi-anneaux ne le sont pas vraies sur les anneaux aussi. Par exemple, lorsque vous avez curl de F égale à 0, je crois que, à moins que je me trompe, ça implique aussi que, dans les deux sens, hein, que F est injective. Et dans les semi-modules, ce n'est pas la même chose parce qu'il y a beaucoup de variétés d'injectivité. Alors bon, donc ça m'a quand même, l'ensemble F gothique N de 3 égale à, qui a donné le truc là. Moi, je crois que je vais discuter en aparté avec mon Joachim pour essayer de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Je crois que ça m'a donné un peu beaucoup d'idées là. Voilà. Mais l'exposé en lui-même, c'est bien. Ça nous a permis de rêver, de regarder des choses d'une autre manière aussi. Et surtout, avec l'outil mathématique, c'est plus convaincant, à mon avis. Hein. Donc, vraiment, c'est bien. C'est bien. Ok. Voilà. Merci. Merci, merci Raoul. Tu diras bien des choses à Djaraf de ma part. Il n'y a pas de problème. Ok. Je manque pas de questions pour le moment. Donc, est-ce Bonsoir, que, ouais, professeur. oui, c'est qui? Docteur Brou. Ah, docteur Brou, oui, ça va? Oui, ça va, professeur. Ok, bon, tu peux aller. Ok, merci à Raoul, tu peux Joachim. fermer ton micro? Raoul, ferme ton micro. Ok. Ok, merci. Je dis Ok. merci à Moussunda pour son exposé et puis pour la théorie. En tout cas, j'ai été émerveillé par la construction de solutions matricielles de l'équation Diophantine.
C'était vraiment intéressant. Maintenant, c'est la conclusion là, qui m'intéresse beaucoup. Je crois qu'il a dit que tout ce qui est sur la terre est un nom fini. Mais comme il y a un nombre infini de créatures, donc il existe des créatures qui ne sont pas sur la terre. Ouais. J'ai bien pris, non? C'est ça? C'est ça, ouais. OK, donc, comme la théorie est juste, moi j'ai écrit ça dans un document, comme maintenant une citation. OK. Deuxièmement, vous avez dit que, d'après votre théorie là, d'après votre théorie, la théorie du Big Bang là n'est pas vraie. C'est ça? C'est ça, ouais. OK. Donc, ces deux notions que moi je vais noter, n'est-ce pas? Ayant foi en votre travail, puisque chaque fois, moi, je regarde dans l'émission sur la NASA là. Ouais, ouais. Mais est-ce que les gens de la NASA sont au courant de vos travaux? Bon, en fait, le problème, c'est ne pense pas que ce que la NASA va dire, c'est la réalité. La NASA est conçue de chercheurs comme toi et moi. Le problème, c'est d'écrire, de proposer, en tant qu'Africains, sans appareil, parce qu'on ne va pas dire que l'astronomie, c'est seulement ceux qui ont des télescopes. Vous avez vu qu'à partir des équations différentielles, nous pouvons prédire l'existence des autres univers, sans même qu'on envoie une photo là-bas, tu vois, non? Un jour, ces travaux sont déjà publiés. C'est à la portée de tout le monde entier. Moi, je vous ai dit que j'ai vu des travaux d'un Chinois qui a eu le même résultat que moi, mais lui, il a utilisé la physique. Ce n'est pas les maths qu'il lui, il a utilisé. J'ai échangé avec lui, j'ai vu sa démonstration. Lui, il est parti avec des observations, des températures, et il a démontré qu'en fait, c'est pas du tout vrai. C'est pas seulement lui, hein. Vous pouvez regarder dans la littérature, il y a beaucoup de chercheurs qui ont prouvé ça aussi. Mais sauf que c'est la démarche. Ce qui est intéressant, c'est deux démarches différentes. Une démarche faite par un mathématicien pur, l'autre c'est fait par un physicien, un théoricien. Ils arrivent à la même conclusion. C'est ça qui est un peu merveilleux. C'est ça. Tu vois. OK. En tout cas, je le dis parce que toujours quand moi je regarde et que j'écoute cette histoire-là, dans mon entendement, ce n'était pas vrai. Et c'est la première fois que je vois qu'on peut démontrer que ce n'est pas vrai. Ouais, Donc, je ça a me été convainc, déjà démontré déjà même à partir de 2002. Moi, je ne Hein. savais pas. Moi, je ne savais pas que Ça... c'était déjà démontré. Il faut taper seulement sur Google. Il y a plein Voilà, je viens d'articles. de voir sous mes yeux et ce que je pensais là était vraiment vrai. Donc, c'était pour vous dire merci et vous féliciter encore. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. OK, merci, Dr. Brook. Bon, il y a d'autres interventions? Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, c'est qui? Diarra Daloa, OK, Côte Diarra, d'Ivoire. ça va? OK. Oui, ça va, professeur. OK. Vraiment, je félicite Moussouda, le grand Moussouda, et je le remercie aussi. En tant que juriste, un peu en tant que croyant, c'est quelque chose la chose à laquelle nous croyons tous, en tant que chrétiens musulmans. Mais moi, j'ai mon intérêt ici pour ces univers-là. Est-ce qu'il a établi une relation entre ces différents univers? Parce que une relation entre ces univers de matrice, hein, une relation, une loi de composition ou bien, je sais pas, une relation qui interviendrait, une interréactivité entre les différents univers de vie. Par exemple, si on suppose qu'un univers représente le règne animal, on a le règne, comment dire, végétal. Sur la Terre, ici, on constate que nous, les animaux mangent les végétaux, par exemple. Voilà. Mais est-ce que, sur le plan matriciel, il y a des relations qui sont possibles comme ça entre ces différents univers-là? C'est un peu ça ma question. Ah, ok, merci. C'est Diarra, hein? Oui. Bon, en fait, le prochain travail que nous allons parler, c'est la génétique astrale. C'est-à-dire que quand vous voyez un univers, l'univers, il y a, en fait, si vous regardez bien, hein, si vous regardez bien ces constructions matricielles, ils n'ont rien de commun, mais ils partagent seulement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le graphe. C'est-à-dire que je vais repartir, ce qu'on appelle le graphe.
Vous voyez, si vous allez joindre cet élément selon chaque colonne consécutive, OK, vous allez avoir le même graphe. Si vous tirez ici et vous tirez ici, c'est comme un V renversé. Mais si vous regardez un peu ça aussi, c'est la même chose. C'est comme un V renversé. Vous allez joindre de là et là, et vous tirez, c'est un V renversé. Vous voyez? C'est un V renversé. Mais ce qui se passe, en fait, c'est alpha seulement qui se déplace. Mais chaque matrice est différente, mais ils partagent seulement le même graphe, en termes de graphe. Si je veux joindre cet élément à là, tu vois, c'est un V. Ça se ressemble à un papa qui a plusieurs enfants. Un papa qui a plusieurs enfants, chaque enfant est différent. Même les jumeaux, ils ont quelque chose de différent. Ils ont la même figure, mais ils ne sont pas les mêmes jumeaux. C'est pas la même. Ils ont quelque chose dans leur constitution, dans leur morphologie qui les diffère, à peu près. Mais ce qui est sûr, par le nez, on sait que celui-là, c'est un Sénégalais. Donc, il y a une morphologie uniquement qui se trouve en nous, qui représente le pays. Si vous regardez les Sénégalais, vous regardez les Congolais, vous regardez les Libyens, il y a, même les Chinois, vous les regardez, les Chinois ne peuvent pas se ressembler aux Sénégalais. Donc, la construction, enfin, la structure de construction d'un Chinois, hein, ils ont les mêmes graphes, mais ils sont différents. Ils sont différents. Donc, dans cet univers, ils partagent le même graphe et le transposé de graphe, mais chaque triplet est complètement différent. Donc, l'intersection des univers égale à l'ensemble vide. Vous comprenez? Oui, oui, mais professeur, il y a le métissage. Oui, c'est-à-dire, voilà, le métissage, c'est ça que je te dis, le métissage donne une nouvelle structure. Et si vous prenez un Congolais ou bien un Ivoirien, vous le mélangez avec un Français, ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Ivoirien, c'est un franco-ivoirien. C'est-à-dire, si vous regardez son corps, là, il n'y a jamais eu des éléments qui existaient avant dans le monde que le bébé là a maintenant. C'est-à-dire c'est un mélange qui vient de pas, mais ce bébé-là est différent d'un Français, il est complètement différent aussi d'un Ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Donc, en Ok, termes professeur, oui. de géométrie, il y en a une infinité. Mais comme la Terre, nous sommes finis, on ne peut pas occuper. Il y a plusieurs manières de créer ces géométries, mais on peut créer des mixages. Même si on donne à chaque homme 10 femmes de différents pays, nous ne serons pas en mesure de donner, à attribuer une structure de constitution génétique à chacun. Mais ce qui est sûr, chaque humain sur la Terre est différent. Nous sommes différents à peu près en termes seulement de structure de constitution. On est les mêmes, on est de la même racine, mais on est différents. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes, bon, c'est parce que sur la Terre, nous sommes finis, mais nous ne sommes pas les mêmes. Chaque humain a des qualités que l'autre n'a pas. Donc, même si tu n'as pas été à l'école, mais tu as quelque chose en toi. Si tu commences à le faire, moi, je ne peux pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ces univers, ils partagent seulement la même géométrie. C'est comme un grand-père qui a ses petits-fils. Ils ont le même morphose, le même nez se ressemble, mais chaque petit-fils n'est pas... Ils sont différents, quoi. Donc, ces univers, ils sont de manière infinie, mais différents à chacun. Exactement, si on peut attribuer chaque solution à un humain, vous allez comprendre que finalement, l'univers, il y en a une infinité de gens. Effectivement. Alors, mais comme la géométrie n'est pas la même, mais c'est seulement le graphe de la vie qu'ils partagent, mais la morphologie ne sera pas la même chose. Est-ce qu'on peut peut-être il doit avoir des gens. Ok, professeur, ok. Je commence à voir, il y a même, on peut parler aussi des empreintes digitales. On ne peut pas avoir deux humains qui ont les mêmes empreintes digitales. Mais on est différents. On n'a pas la même chose. Oui, oui. Donc, c'est bien pour la génétique astrale. Comment vous pouvez prendre ça et puis identifier les gens, on leur associe à chacun de nous, même sur la Terre, hein, on pourra construire une structure de constitution à chaque humain, voilà ta structure de constitution. Mais on ne va pas les finir, parce que le cas là, le fait que ça va jusqu'à l'infini. C'est le cas que vous avez les empreintes digitales, exactement ça, c'est vraiment un cas. Mais c'est que sur les enfants de même père, ils ont un peu
des empreintes à peu près, il y a une petite différence de quelques lignes. Ok, professeur, Ok, merci. merci beaucoup. Ok, merci, Diarra. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Ah, ok. Je vois qu'il y a, je pense que c'est Crédit, hein? Ok. Oui, professeur. Ok, bon, vas-y alors. Merci, professeur. Ouais. Voilà, donc merci, professeur Moussunda, pour votre exposé. C'était vraiment intéressant. La relation entre enfin, l'utilisation des mathématiques pour résoudre un problème comme celui qui est présenté par comment on dit ça, Big Bang Theory. Ouais. En fait, j'ai deux observations. C'est au niveau de la notion de l'équation de la vie. Voilà. Oui, c'est une question qui me vient comme ça, étant donné que ce ne sont pas toutes les matrices qui obéissent à l'équation. Quelle interprétation peut-on donner, hein, à une matrice qui n'obéit pas à l'équation? Bon, Et puis, c'est comme je disais qu'en fait, ces travaux sont encore, nous sommes les premiers au monde d'avoir proposé les solutions matricielles des équations différentielles au monde. Nous sommes les premiers aussi à avoir construit un ensemble d'univers parallèles qui ont été prédits. Et c'est encore des travaux qu'on peut donner aux étudiants de traquer, de trouver d'autres formes de géométrie qui vérifient ça. Mais ce que vous devez comprendre, qu'une équation différentielle a des restrictions. Ce n'est pas n'importe quelle matrice, ce n'est pas n'importe quel objet de la nature qui a la vie. Est-ce que les montagnes ont la vie? Non. Mais il y a des conditions spécifiques dans la géométrie ou dans la morphologie. Donc, les matrices qui ne vérifient pas cette équation différentielle peuvent être considérées comme des pieds, des cailloux, comme là où il n'y a pas la vie. Est-ce que vous comprenez? d'accord. Voilà. Parce que la vie, il y a des critères. Il faut d'abord que tu naisses, que tu manges, que tu tombes malade, que tu... Et tu vois. L'arbre a la vie, mais l'arbre ne se déplace pas. Mais il mange, il meurt, il tombe malade. Donc, quelque chose qui ne mange pas, qui ne tombe pas malade, peut être considéré comme une matrice. C'est-à-dire, il ne fait pas partie, en fait. Enfin, en termes, il fait partie de l'espace, mais il ne fait pas partie de l'équation. C'est-à-dire que dans notre démonstration, ces matrices ne sont pas comptées, en fait. Des matrices qui ne contribuent pas à la résolution de cette équation différentielle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je vois, je comprends. Je comprends. Parce que, en fait, le problème, le grand débat que nous avons, c'est nous, les humains, nous sommes des animaux en évolution. Bon, souvent, il y a d'autres qui nous impressionnent et que ça limite nos capacités intellectuelles. Mais la réalité est que si nous éveillons notre intérieur, nous serons en mesure de découvrir des choses, même étant en Afrique. Est-ce que vous comprenez? L'existence de la vie, pour ceux qui croient, c'est facile pour eux de comprendre. Ils vont dire que les anges existent. Bon, c'est facile pour quelqu'un qui croit. Pour quelqu'un qui ne croit pas, c'est un peu difficile. Mais pour quelqu'un qui croit, il sait que c'est vrai. Les gens ont apparu aux gens. Donc, vivons comme ça. Mais les gens ne vivent pas sur cette terre. Mais vivent où? Et souvent, on dit qu'ils volent. Donc, ils doivent aller quelque part où ils ne sont pas ici. Vous voyez? Donc, tu peux déjà voir que pour ce que nous avons dit existe déjà même à la connaissance de ceux qui, un peu, qui croient. Qui ne croient pas, ils ont un peu des limites parce qu'ils ne peuvent pas croire à ça. Mais c'est la vraie, les anges existent. Mais si tu ne crois pas que ça n'existe pas, ça, ce n'est pas parce que tu ne crois pas que ça n'existe pas. Et puis aussi, ce qu'il faut comprendre, cette équation différentielle n'a ni début ni fin. Cette équation différentielle que nous avons étudiée aujourd'hui n'avait jamais été créée. Ça n'a ni début ni fin, ça existe, ça existera. Même si on détruit toute la Terre, on tue tout le monde et qu'on met une nouvelle vie, on met cette équation différentielle, il y a quelqu'un qui réussira à trouver la solution matrice. Il trouvera exactement les matrices rares, il trouvera d'autres matrices. Donc, voilà un exemple de quelque chose qui existe, qui n'a ni début ni fin, qui existera toujours. Ça veut dire quoi? Cette équation peut nous amener à dire qu'il existe des entités qui existent, qui n'ont ni début ni fin. Ce n'est pas l'unique, il y en a plusieurs. Parce que, à quelle année qu'on a formé cette équation différentielle? Nous avons seulement découvert ça, ça existe toujours. L'équation différentielle de Fermat avait toujours existé. Même ce que nous avons fait aujourd'hui, ça a toujours existé. Mais et les solutions matricielles, en quel moment ça a commencé à exister? En quelle année ça ne va plus exister? Mais non, ça existera toujours. Alors, il y a
qu'est-ce que ça nous enseigne? Oui, il doit exister des choses qui n'ont ni début ni fin, qui existent toujours. Donc, notre existence sur la Terre ne signifie absolument rien. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Bon, je continue avec la deuxième observation. C'est au niveau de la notion d'univers parallèle. Oui. Voilà. Bon, dans ce que je vois la plupart du temps dans les médias, enfin, quand on parle d'univers parallèle, il y a une question de parallélisme. C'est comme si j'existe dans cet univers, j'existe également dans l'autre univers. Je ne sais pas si c'est dans cette même idée-là que vous développez la notion d'univers parallèle. Bon, en fait, bon, je vais essayer un peu de rendre la notion d'univers parallèle finie sur la Terre. OK? Sur la Terre d'abord. Bon, je vais prendre l'univers des humains. OK? C'est un univers où je vais prendre l'univers des femmes et des hommes. Vous allez voir que ce sont des univers finis. Donc, l'univers là, que l'univers des hommes et l'univers des femmes, peut-être l'univers des femmes a plus de gens que l'univers des hommes. Ça, c'est vrai. Maintenant, dans l'univers des hommes, si on prend la loi de stabilité comme la croyance, vous allez voir qu'on va se séparer. Il y a ceux qui croient au vol. Tous les voleurs de la Terre ont les mêmes caractéristiques. Tous les voleurs, tous les menteurs de la Terre ont les mêmes caractéristiques. C'est vrai. Hein? Tous les voleurs, tous les criminels, ils ont les mêmes caractéristiques. Quelqu'un qui est criminel, il a un mauvais cœur, il veut tuer l'autre. Si tu vois que s'il soit en Chine, c'est la même chose. S'il soit en Europe, c'est la même chose. Donc, cela est conçu un univers. Vous comprenez? L'univers des menteurs. Ils ont les mêmes caractéristiques. Un menteur chinois et les menteurs congolais, ils sont la même chose. Un escroc chinois, un escroc congolais. Ils ont les mêmes plans, les mêmes idées, les mêmes croyances. Un jaloux japonais, un jaloux congolais, ils ont exactement les mêmes cœurs, les mêmes formes. C'est-à-dire, ils ont la même croyance. Et si vous voyez maintenant en croyance de Dieu, vous pouvez que la loi de la stabilité, la croyance en Dieu. Mais vous allez voir que dans l'univers des hommes, il y a plusieurs croyances. Ils croient à un seul Dieu, mais ils ont plusieurs formes de croire. Il y a ceux qui croient que le serpent, on peut adorer un bœuf, c'est un Dieu. Tu vas en Inde. Il y a ceux qui croient que non, c'est chrétien. Il y a ceux qui croient que c'est Mahomet, musulman. Ceux qui croient même, il y en a beaucoup de croyances. Il y a aux nudistes. Nudistes. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà sur la Terre, en termes de loi de stabilité, il y a des groupes qui ont des comportements. Même en politique. Tu vois, même en politique, la gestion d'un pays, vous allez voir qu'il y a des classes. Il y a ceux qui aiment le pays, qui gèrent bien. Il y a vraiment ceux qui, vraiment, c'est même pas ça. Et ils se ressemblent. Ils font les mêmes choses, les mêmes bêtises, parce qu'ils sont des caractéristiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans un univers, déjà sur la Terre, on vit dans plusieurs... Il y a des univers pareils sur la Terre même, là où nous habitons en termes finis. Parce que quelqu'un, bon, même si on peut, par exemple, quelqu'un qui fume la cigarette, par exemple, et le non-fumeur, est-ce que quelqu'un qui ne fume pas peut convaincre quelqu'un qui fume de ne plus fumer? Non. Parce qu'il croit à ça, il aime ça. Toi, tu n'aimes pas ça. Donc, ils n'ont rien d'intersection. Et tu ne peux pas les convertir. Mais c'est que sûr, tous ils habitent dans le même environnement. Est-ce que vous comprenez? Donc, là où nous sommes, il y a le visible et l'invisible dans le même, là où nous sommes là. Il y a des univers qui s'interposent dans notre univers, mais les éléments de là-bas ne sont pas les mêmes éléments. Par exemple, je peux prendre l'univers en fait, des bactéries. Par exemple, vous voyez, il y a coronavirus en Côte d'Ivoire, il y a coronavirus en Angleterre au même moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est le virus là a englobé toute la Terre comme une boule de microbes qui a envahi le pays au même moment. Voilà pourquoi ça attaque les gens au même moment. Donc, il y a déjà même des boules, des microbes qui se promènent, qui encerclent la Terre selon les espèces de maladies ou les épidémies et qui viennent en bloquer la Terre. Et puis, les gens de cette partie de la Terre qui tombent malades. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui, mais en fait, l'univers est différent. Les univers de menteurs et les univers des gens qui sont corrects, ce n'est pas la même chose. Ils n'ont rien d'intersection. Mais ce qui est sûr, il y a un passage. Hein? Tu peux aujourd'hui devenir monteur. Tu n'as pas besoin de faire un concours. Mais tu peux
dire d'aller dans l'univers des gens qui sont corrects. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez la possibilité de choisir l'univers où vous voulez habiter. Si vous choisissez l'univers de la non-croyance, c'est la non-croyant. Mais si vous choisissez, non, 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 moi je veux être dans l'univers des croyants. Je suis maintenant dans croyant. Mais ces deux réalités, vous vivez dans le même espace, mais vous ne vivez pas de la même manière. Oui, oui. En fait, c'est la notion de parallélisme là que je voulais bien comprendre. En fait, c'est comme celui qui croit et ne croit pas. Est-ce qu'ils ont quelque chose de commun? Non. Voilà, c'est parallèle, c'est comme deux droites parallèles ne se rencontrent pas. Donc, dans le parallèle, c'est-à-dire que les propriétés communes, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien de commun, voilà, il n'y a rien qui se rencontre. Donc, il n'y a pas d'intersection. Par exemple, l'amour. L'amour, ce n'est pas parallèle. Vous comprenez, non? Tu aimes ta femme t'aime. Il y a quelque chose qui vous relie, n'est-ce pas? Vous comprenez, non? Vous êtes dans le même espace. Hein? Maintenant, c'est quand toi, tu n'aimes pas ta femme t'aime, vous ne vivez pas dans le même univers. Qu'est-ce qui arrivera? Vous allez vous séparer au futur. Voilà. Maintenant, quand toi, tu vas aimer ta femme t'aime, ta femme est dans ton univers, vous ressemblez. Enfin, vous n'êtes pas les mêmes, mais vous avez une loi de stabilité. Vous avez la même loi de stabilité. Vous comprenez? Je vois maintenant. Donc, ceux qui n'ont pas l'amour, ils ont aussi une loi de stabilité avec leur caractéristique. Ceux qui ont l'amour, et ceux qui ont l'amour sur la terre, ils ont les mêmes, ils se ressemblent. Ils sont gentils, hein? Ils n'aiment pas faire du mal aux gens, ils n'aiment pas... Tu comprends, non? Tous ceux qui ont l'amour, qui aiment dans ce monde-là, qu'ils soient chinois, ils ont les mêmes caractéristiques. Ceux qui sont méchants aussi, là, ils ont les mêmes caractéristiques. Mais les deux, là, il y a un parallélisme en termes de caractéristiques, le comportement. Donc, le parallélisme, il faut voir deux droites parallèles ne se rencontrent pas, ils n'ont rien de commun. Donc, le comportement de deux personnes, ils n'ont rien de commun, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vois. En fait, la plupart du temps, dans les médias, quand on parle d'univers parallèles, c'est des univers, c'est des mondes dans lesquels on vit, mais qui sont répétés, de telle sorte que tout ce qu'on a dans l'un se retrouve dans l'autre. Mais je vois que c'est... Non, c'est pas la même chose. C'est pas Mais en vraiment fait, ça. D'accord. c'est-à-dire qu'ici, l'intersection, il ne faut pas voir ça comme deux ensembles, hein, en termes d'éléments, il faut voir ça en termes de loi de stabilité. D'accord, je vois. Donc, il n'y a rien de ressemblance. Donc, le parallélisme vient au niveau des ressemblances. Vous comprenez, non? Oui, je vois. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Ok. Bon, j'ai vu que, je pense que c'est Taki qui voulait poser une question, là, non? Bien. Oui. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Ouais. Vas-y. Oui, docteur Moussunda, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, merci pour l'exposé. Vraiment, c'est passionnant de vous écouter. C'est intéressant quand vous expliquez les différents phénomènes. Vraiment, c'est très intéressant. Pour moi, ma question, je voulais savoir, on a plusieurs équations géofonciennes. Maintenant, je ne sais pas si vous avez dit ça au début, mais pourquoi le choix de l'équation x3 plus y6 égale à z6? Quelle est son importance en théorie des nombres ou dans d'autres branches des mathématiques? Et puis, il y a une partie où je n'ai pas suivi. Bon, vous répondez d'abord à cette question. Voilà, en fait, le problème, notre théorie donne la possibilité à chaque chercheur d'écrire un livre sur chaque équation différentielle. Donc, vous pouvez publier 400 articles. Ça dépend de votre force. Rien que l'équation que vous voyez ici, il y a beaucoup de choses à dire. Tu peux même 20 ou 30 articles sur cette équation, sur ce qui est. Donc, quand tu choisis une équation différentielle, vous n'avez pas les mêmes matrices. Enfin, c'est une opportunité pour les chercheurs qui travaillent avec nous ou qui s'intéressent de publier parce qu'en fait, quand tu changes les puissances, ça te donne des matrices qui sont complètement différentes et des dimensions différentes. Donc, vous avez des différentes des réalités. Donc, c'est seulement un choix, parce que c'est seulement un choix que j'ai fait de manière arbitraire. OK? Ça n'a rien à voir avec... je pouvais prendre n'importe quelle équation. Si je change x puissance 5 plus x puissance 2 égale à z puissance 20, j'ai aussi une nouvelle réalité. Et je peux publier des articles dans ça. OK, d'accord. En fait, j'ai posé la question parce que j'ai vu que les exposants étaient multiples. Si c'était multiple de 3, bon, c'est ce qui a attiré mon attention. Ah ouais, non. C'est justement un choix que j'ai fait pour construire. Parce que
dans la littérature, il n'y a aucun document qui parle, enfin, qui donne un exemple d'entité univers de mathématiques, quoi. Mais ceux qui travaillent Ok. avec nous, nombreux sont en train de choisir leur équation d'information qui te plaît. Et puis tu fais les travaux, tu construis les univers parallèles associés à cette équation d'information. Tu pouvais prendre même différents. Oh, Tu pouvais prendre différents comme tu veux. mm, Tu pouvais prendre d'accord. 3, 4, 5 ou bien tu peux prendre les entiers premiers. Mais quand les entiers sont premiers, les dimensions, ça sera maintenant le PPCM des puissances. D'accord. Ouais. Ok, maintenant, j'ai eu un problème de connexion. Je n'ai pas vu le type de matrice qui représente les solutions de cette équation. Est-ce que vous pouvez me montrer ce type de matrice-là? Nous avons les matrices d'ordre 6. OK? Oui. Nous avons eu les matrices d'ordre 12. Et avant ça, Quelconque, nous matrice avons ici des quelconque ou bien... matrices d'ordre 3. D'ordre 3 aussi, tu vois. Il y a des matrices d'ordre 3. Il y a des matrices d'ordre 6. D'ordre 12, il y a des matrices aussi d'ordre 6K. Okay. 6K. Avec K un entier naturel. Donc, en fait, hein, il y a 6K et K ne finit jamais. Si on dit, bon, quelle est la dernière matrice, quelle est la dernière matrice qui vérifie cette équation d'information, il n'existe pas de dernier, il n'y a pas de borne supérieure. Il n'y a qu'une borne inférieure que les matrices d'ordre 3. Mais la borne supérieure n'existe pas. Oui. C'est très bon pour les croyants, hein, pour ceux qui veulent prendre cette réalité, dire, mais alors, si la matrice d'ordre 3 vérifie cette équation d'information, quelle est la première matrice, quelle est la dernière matrice qui vérifie cette équation d'information? Ça n'existe pas. Est-ce que ça n'existe pas? Donc, c'est là où la notion de la divinité, c'est-à-dire, hein, les matrices invisibles qui vérifient cette équation. Ce n'est pas parce que les dimensions sont vraiment vastes qu'elles n'existent pas. Ça existe. Et ça, c'est maintenant l'invisible. Les matrices invisibles qui vérifient cette équation. Il y a les matrices visibles. La plus petite, c'est d'ordre 3, ainsi de suite. Et puis, jusqu'à les matrices invisibles, qui sont des matrices très, très vastes. Et quand tu regardes, tu vois seulement des zéros qui vérifient cette équation d'information. C'est très bien pour ceux qui veulent faire des études sur l'existence de l'invisible. Mais non, la nature, comme je dis, les matrices là, ont existé avant la création, n'ont jamais été créées par quelqu'un. Ça existait et ça existera toujours. Et on peut maintenant regarder, ça ressemble à quoi, comment on peut l'interpréter dans notre monde. Donc, il doit exister des êtres qui n'ont ni début ni fin, qui existera toujours. Et s'il y a des récits qui disent que ça va toujours exister. Oui, l'amour existera. Donc, en fait, c'est un bon débat pour essayer un peu d'éveiller notre conscience sur la croyance, sur beaucoup de choses, beaucoup d'interprétations, en fait. Merci beaucoup pour ce détail. Merci beaucoup. C'est tout, professeur. Ah, merci. Ok, merci. Hein. Je pense que on va pas trop continuer de fatiguer notre ami docteur Moussouda. Hein? Bon, moi, je voulais comprendre quelque chose. Ce que tu as dit à la fin, tu disais que pour illustrer le fait que le Big Bang n'a pas existé, tu disais qu'il y a une infinité d'objets, de créatures là. Comme c'est une infinité et que la Terre, notre planète est bornée, donc certainement ça sort. Ça tombe, ça veut dire que ça prouve l'existence de d'autres univers, d'autres planètes, quoi. C'est ce que tu veux dire, non? Bien, tu peux reprendre cette partie-là. En fait, le problème, c'est l'hypothèse. Dans quelle hypothèse vous partez pour arriver? Chaque hypothèse vous conduit à un chemin. Par exemple, l'hypothèse de dire que les Africains ne peuvent pas produire, ils sont nuls. Ouais, si vous partez de cette hypothèse, effectivement, vous allez arriver à les résultats. Le continent africain ne peut pas être développé. Bon, maintenant, en termes de la vie, vous allez remarquer que nous, les humains, on n'a pas beaucoup prêté attention sur qui a la vie. Est-ce que les arbres vivent? Est-ce qu'on peut avoir une relation avec un arbre? Est-ce que tu peux aimer un arbre? Est-ce que l'arbre peut te répondre? Mais dans la tradition africaine, je crois que dans tous les villages,
vous allez vous rendre compte que nos ancêtres savent que ceux qui sont morts vivent. Et quand tu vas les voir, ils prennent le vin et commencent à parler. Et ils n'ont pas fait de l'école, des études, mais ils savent que ceux qui sont morts vivent. Mais ils ont un peu de lacunes pour interpréter leur existence. Mais exactement quand il y a des mariés qui ont des problèmes, ils commencent à verser de l'eau. Et on a vu même des Africains en train de danser dans le feu. Moi, j'ai vu des vidéos sur Facebook, un Africain en train de danser sur le feu et il ne brûle pas. Vous comprenez? Donc, en fait, il doit y avoir des choses que nous ne maîtrisons pas. Si l'arbre, il y a la vie, l'arbre meurt, il nourrit, je peux le nourrir et puis le rendre productif, ça veut dire que en dehors de l'arbre, maintenant si je regarde en dehors de l'arbre, et les herbes, et les insectes, bon, maintenant, qu'est-ce qui est dit sur l'univers? On dit qu'il y a des naissances de soleil. Or, il y a des naissances de soleil. Si le soleil peut naître, mais de quoi est composé le soleil? Le soleil est composé d'un feu. Mais qu'est-ce qu'on a dit récemment du feu là? On a dit récemment que le soleil commence à mourir, qu'à la surface, il y a des explosions. Donc le soleil n'est plus en bonne santé comme avant. Oui, on peut comprendre en fait, le soleil que vous voyez là, c'est une créature vivante. Même la terre que nous habitons là, c'est une créature vivante. Vous allez voir. Dis-moi, là où tu as justifié le fait que le Big Bang n'est pas vrai, là. Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'en termes de créatures, si nous observons, vous allez vous rendre compte qu'il existe une infinité de créatures, un nombre fini de créatures observables sur la Terre. Mais en dehors de la Terre, on peut observer des soleils qui sont des créatures vivantes. Et la Terre même, c'est une créature vivante. L'univers même, c'est une créature vivante. Alors, mais c'est géant. Le soleil, depuis qu'on l'a créé, est-ce a grandi ou a diminué? Donc, il doit y avoir des créatures qui ne changent pas de dimension. Et il reste la même dimension. Alors, cette équation diophoncienne a une variété infinie de matrices qui la vérifient. Si on prend ça comme l'équation de la vie, ou bien l'équation de la chaleur, vous allez vous rendre que nous arriverons à dire qu'il existe un nombre infini de créatures vivantes. Alors, maintenant, ça nous éveille notre conscience de regarder, qu'on va observer des créatures vivantes. Elles sont de quelle forme? Visibles? Oui, oui. Invisibles? Oui, mais c'est vrai. Les créatures invisibles existent. Donc, alors, la Terre étant finie, il existe un nombre infini de créatures dans l'univers. Toutes ces créatures ne peuvent pas être sur la Terre. Alors donc, il doit exister d'autres créatures vivantes dans notre planète. Oui. Donc, ok, juste un point, juste une remarque. Hein. C'est pas que la Terre est finie, en fait, la Terre, il est borné. Disons, voilà, c'est borné, c'est borné et qu'il y a une infinité de créatures. Ouais, il ne peut pas habiter tout ça sur la Terre parce que c'est pas possible. Dis là, il faut réfléchir, il faut revoir ça plus tard. Parce que comme tu associes, tu fais les maths là, on peut avoir un ensemble borné, mais qui contient une infinité de points. L'infinité peut être dans un ensemble bien borné. Tu prends l'intervalle 0, 1, ça a toute une infinité de points, mais il est borné. Donc, il faut illustrer ces cas de figure aussi, quoi, dans tes réflexions plus tard, quoi. Tu comprends? C'est pas parce que c'est borné qu'il ne peut pas contenir une infinité de points. Bon, hein? Ok, donc ça, c'est à réfléchir après, comme ça, pour revoir ça après. Hein? Ah, ok, un problème. On va regarder un peu. Okay. Mais il faut tenir compte de la loi de la stabilité. Est-ce que ces points-là, ils sont liés par une équation? Ouais, bon, moi, je parle de, comme tu parles d'une infinité dans un borné, ça sort, ça peut ne pas sortir. Ouais. Ok, bon, merci beaucoup, hein, cher ami Moussunda, pour vraiment les réflexions, là, c'était tellement bien. Tout le monde, on a tes contacts, là, donc si on a des suggestions à te faire, des remarques, des questions, on peut toutefois continuer, quoi. Hein? Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup tout le monde, là. Hein? Bientôt, je pense, là, le mois prochain, je pense, c'est Yao, professeur Yao Gan, je crois. Hein? Donc, pour le mois de septembre. Donc, merci d'avoir répondu à mes appels, répondu à mes messages, là. Donc, on a déjà des candidats jusqu'en février, je crois. C'est déjà une bonne chose, quoi. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Hein? Bon, Moussouda, nous, on peut rester encore un peu, on va discuter un peu après. Ah, ok. Ok, merci beaucoup et puis... Bonne journée, professeur.